Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la For Honor Radio. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nassim Saïli, de Victorien Oudry et de Guillaume Maury. J'ai pas raté mon truc, je suis super content. Aujourd'hui, on va vous tourner ce podcast autour du sujet du coach sportif. Comment devenir coach sportif? Et on va profiter de la présence de Guillaume et de Victorien qui viennent d'obtenir leur diplôme il y a quelques mois. Pour guider ceux qui éventuellement s'intéresseraient à cette voie, tout simplement. Ouais. Nassim et moi-même, on est diplômés depuis pas mal d'années, notamment Nassim. Moi, je suis un petit genou à côté. J'ai depuis 5 ans mon BP, je pense. Nassim, ça va se rapprocher du 7 ans. Ouais. Donc, on interviendra éventuellement, mais je veux surtout donner la parole aujourd'hui à Guillaume et à Victorien. À la relève, au futur. Le futur. Donc il va y avoir pas mal de choses qui vont nous intéresser aujourd'hui concernant ce sujet, notamment leur point de départ, de où ils sont partis, qu'est-ce qu'ils faisaient avant et quel a été l'élément déclencheur, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont décidé de allier passion et travail. Et d'ailleurs, ma première question va être pour Victorien. Est-ce que Victo, avant de commencer ta formation, la musculation était déjà une passion? La muscu était déjà une passion, ouais. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à vouloir partager mes passions sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, que j'ai eu des bons retours sur mon physique, etc. Et que je commençais déjà à donner... bah oui. À l'époque, t'avais des retours. Calme-toi. Par rapport à des gens lambda, on va dire, qui s'étaient pas encore mis à la musculation. Pas Henri déjà. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, les gens me demandaient des retours, quelques petits conseils. Donc même si je n'étais pas encore un coach, il y avait un minimum de bon sens et il y a certaines choses que je pouvais leur expliquer. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout de suite pris du plaisir justement à aider ces personnes-là et à me dire plus tard pourquoi pas carrément faire mon métier, faire de ma passion mon métier. C'était l'objectif. Mais tu faisais un truc rien à voir avant. Et je faisais un truc rien à voir. Avant ça, j'ai passé un bac commerce. Donc je faisais de la vente. Mais au bout de 2 ans, à la fin du diplôme, j'ai tout de suite vu que je n'allais pas en faire de la vente toute ma vie et qu'il fallait que je fasse quelque chose qui me plaise vraiment. Notamment Allier ma passion à mon travail, tout simplement. Ok, cool. Et t'as quel âge du coup? J'ai 21 ans, 22 ans dans un mois précisément. Ouais, fin février. Fin février. Ok, 22 ans et du coup t'as ton diplôme depuis maintenant 6-8 mois c'est ça, si exactement. je dis pas de bêtises. Mais par contre à la base donc, tu pratiquais déjà depuis pas mal d'années et l'élément déclencheur du coup comme quasiment tout le monde je pense c'est t'as envie d'aider les autres, c'est un peu ça, t'es en salle, tout d'un coup tu te sens utile et tu sens que tu pourrais en faire ton métier tout simplement, que tu pourrais être rémunéré à donner des conseils et aider les gens à s'améliorer dans leur pratique. Exactement, parce que dans les salles de sport, mine de rien, on voit beaucoup de choses à améliorer. Et puis si on peut intervenir pour aider ces personnes-là qui sont réceptives à nos conseils, on se sent utile. Et c'est un cercle vertueux en fin de compte, on a envie d'aider de plus en plus. Et toi Guillaume? Moi, un peu similaire, donc je faisais mes études avant d'envisager de devenir coach sportif, donc j'ai été en licence à la fac, donc rien à voir. Et licence d'économie et gestion, donc qui me plaisait absolument pas. J'étais parti à la fac après un bac général, après un bac ES. Et au fur et à mesure où je me rendais compte que cette filière ne me plaisait absolument pas, je consacrais de plus en plus de temps à la musculation, parce qu'on a beaucoup de temps quand on est à la fac, quand on est étudiant. Et j'ai pas eu un déclic où je me suis réveillé un jour et je me suis dit je vais être coach sportif, c'est ça que je veux faire, etc. C'est juste qu'au fur et à mesure, c'est venu un peu naturellement parce que je coachais déjà quelques potes à la salle de sport. Je donnais des conseils et j'avais plutôt des bons retours dans mon cercle d'amis. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la formation du BPGEPS. Et en juillet, je me suis retrouvé à faire les tests de sélection pour entrer en formation. En juillet 2016 du coup. En juillet 2016, exactement. Et du coup, toi, ça faisait... Ça faisait 2 ans que je pratiquais la musculation à ce moment-là. Et oui, je me renseignais énormément dessus, sur les réseaux, etc. Oui, de ce que je sais, parce que nos auditeurs le savent, ça fait un petit moment que je te connais déjà, en plus d'avoir la passion et l'envie de partage, même ton parcours est inspirant, parce que tu as complètement... changé au final ta composition corporelle, tu as perdu beaucoup de poids et c'est vrai que du coup ça a dû probablement inspirer beaucoup de monde autour de toi et tu as pu voir, je pense dans cette transformation, ça t'a apporté beaucoup de plus
que ce soit physique ou psycho. Et donc, cette fameuse perte de poids, mais surtout cette recomposition corporelle, je pense que tu as eu envie de la proposer à des personnes autour de toi. Donc c'est vrai que ça a dû être un motif de motivation quelconque parmi tant d'autres. Et c'est vrai que généralement on voit là-dedans les pertes de poids. On parle souvent de perte de poids en muscu, mais au final la prise de poids, ce qui est super délicat chez nous, mais c'est vrai que les pertes de poids sont le premier step généralement, et c'est la raison généralement pour laquelle on se tourne, pas tout le monde, hein, vers le sport et notamment la musculation parce que son aspect pratique. Donc c'est très intéressant tout ça. Et quelles ont été vos écoles de formation, et si vous pouvez nous donner un peu plus d'infos et donner à tout le monde d'ailleurs un peu plus d'infos sur ces écoles et cette fameuse formation. Le prix, la durée. Le prix, la durée. Le prix assez exonérant pour ce qu'on y apprend. Je me suis formé à Lyon, donc je ne sais pas si je dois dire de nom. Tu peux. À Perfit Sport précisément. Et donc il faut savoir que le coût de la formation sur un an c'est environ 5 000 €. D'accord ? Sachant qu'à ça vous pouvez rajouter l'année de préqualification, donc qui est censée être une année en fin de compte. Pour vous préparer au BP, alors que si vous y allez déjà avec quelques connaissances, ça suffit amplement. Et cette année-là coûte aussi, je crois, 3 000 €. Donc vous voyez que sur 2 ans, le coût est assez énorme pour le peu de contenu qu'on y apprend. Alors après, il y a quand même des points positifs. Sur les quelques formateurs, il y a 1 ou 2 formateurs qui valent le coup, mais voilà, en gros, c'est quand même très très limité et c'est bien dommage. Mais ceci dit, par rapport au coût de la formation, on est d'accord que... Non, mais pas la valeur de la formation, mais toi, la formation, tu l'as pas payée à 100%. Je l'ai payé à 100%. Tu as été financé par quelqu'un, Alors mes parents m'ont aidé à payer une partie de la formation. Mais je parle par un organisme de la ville. Non. D'accord, Même je pas. pensais. Même pas. D'accord. J'ai simplement été aidé par ma famille, par mes Je proches. suis mal informé en tant que tuteur, j'aurais dû le savoir ça. T'as tout payé toi-même? J'ai tout payé moi-même. Oh, c'est mignon, bravo. Bon, j'arrêterai d'être méchant avec toi alors. Mais ceci dit, on peut se faire financer par la région ou par le Pôle emploi, par le fonds GESIF pour certaines personnes. Donc ça peut jouer. Ça, c'est intéressant de savoir pour ceux qui voudraient passer la formation. C'est même très intéressant, mais c'est sous certaines conditions. Sous énormément de conditions. Énormément de conditions. Et d'expérience, j'ai rencontré... déjà, j'avais ma formation et j'ai lu pas mal d'avis sur Internet et j'ai rencontré beaucoup de stagiaires et de personnes diplômées. Et j'en connais une qui a réussi à avoir un fonds GESIF pour sa formation, et c'est quelqu'un qui travaillait déjà, et je ne sais pas toutes les conditions pour le fonds GESIF en tout cas, mais moi-même ayant essayé de me faire financer ma formation, qui était d'ailleurs à 7 500 €, pas 5 000, c'était quasiment impossible quand tu es dans une tranche, quand tu es dans un entre-deux généralement, tu peux pas avoir d'aide au final. Non. Tu peux pas avoir d'aide, donc c'est très onéreux. Et on a souvent l'impression clairement de se faire avoir pendant cette année de formation. Mais vis-à-vis de ce diplôme, effectivement, on paye très cher, et ce qu'on apprend, on n'a pas l'impression sur le moment, en tout cas, que ça vaut son prix. Bon, après, forcément, il faut payer un peu tout le monde, il faut qu'il y ait des marges, c'est un business. Mais on y viendra plus tard dans le podcast, je pense. C'est vrai qu'on paye, je ne vais pas dire qu'on paye le diplôme parce qu'on apprend des choses, il faut travailler pour l'avoir, mais on paye surtout une autorisation pour exercer, en fait, c'est surtout ça la chose. Ouais. Et on verra un peu les potentiels revenus par la suite. Ça peut être relativement vite rentabilisé, mais ça peut également être un énorme gouffre financier qui vient plus vous mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose. Donc c'est une décision à prendre, à réfléchir très mûrement. Vous jetez pas dans la gueule du loup du jour au lendemain, analysez bien le marché avant éventuellement de vous lancer. Et je pense que, et même mon retour, c'est que seuls les vrais passionnés pour le coup, ceux qui s'intéressent vraiment, pas qu'au partage, qui sont vraiment passionnés par le sport, par l'effort, qui ont ce besoin de transmettre, s'en sortent le jour. Tous ceux qui font une reconversion, à ma connaissance, qui ont fait une reconversion parce que le sport c'est cool, je vois c'est la mode et tout, ça devient pas leur métier tout simplement. Donc je pense que, je sais pas, vous pourrez donner votre expérience également, mais j'ai pas l'impression que
sur les 30 personnes qui ont passé par exemple le diplôme pendant mon année de formation, tous soient encore maintenant 5 ans après actifs et que ce soit leur source de revenus ou tout simplement leur boulot, quoi. Donc, sûr et certain. Moi, 90% des personnes qui étaient moi dans la formation ne font plus du tout ça. Et alors après, quand moi je l'ai passé à l'époque, il faut savoir aussi, peut-être pour ceux qui nous regardent, plus vous êtes jeune et plus vous êtes diplômé, moins vous avez de chances de trouver des financements. Donc moi j'étais dans ce cas de figure, donc j'ai tout payé moi-même aussi. Il y avait des personnes un peu plus âgées avec moi qui avaient trouvé un financement par le Pôle emploi parce qu'ils étaient au chômage. Eux, clairement, ils ont arrêté au bout de 6 mois. Enfin, ils ont fait la formation, ils se sont rendus compte que c'était pas pour eux et ils ont changé de branche. Donc on n'était pas beaucoup dans ma formation, on était 16. Et des 16, j'en connais un seul qui travaille en salle de sport. Tous les autres, à ma connaissance, ils ont changé, quoi. Certains travaillent encore dans le sport, mais plus dans le coaching, etc. Et certains ont complètement changé. Donc ouais, ça c'est peut-être bien à préciser. C'est ça, ouais. Je pense qu'il faut voir long terme, notamment avec ce boulot. Ouais. Et c'est super séduisant sur le papier, c'est monstre séduisant parce que effectivement, quand t'es fan de sport, généralement tu te dis putain, allier la muscu, j'ai coaché des gens. Plaisir et en plus être payé pour mon plaisir, c'est cool, mais je pense qu'il faut vraiment avoir les pieds sur terre et analyser. Bon, c'est partout pareil, j'imagine, hein, maintenant il y a tout le monde qui travaille. Merci, c'est cool, mais c'est vrai qu'il faut voir plus loin, il ne faut pas juste se jeter en mode tu as 18 ans, tu nous écoutes, tu passes ton bac et tu te dis putain, j'ai envie de faire la musculation, moi aussi, je les vois, les coachs en salle et tout, ça me plaît, ils sont habillés en jogging à la salle et tout, on pourra en parler plus longuement et ce serait même très très long, mais on va pas parler du coach sportif, on va parler du devenir coach sportif aujourd'hui. Mais voyez plus loin. Si on conseille généralement de faire des longues études et d'être diplômé, notamment en France, c'est pas pour rien, c'est que c'est la sécurité. Et clairement, quand vous devenez coach sportif, alias auto-entrepreneur, généralement, c'est rare d'être salarié, hein, au final. C'est pas sécu du tout. Donc, faut assurer ses arrières. Donc, réfléchissez mûrement avant de vous lancer. Et d'ailleurs, je pense que ça peut... je vais rebondir sur Guillaume. Quelle a été ta procédure avant de te lancer? À quoi tu as réfléchi? Est-ce que tu as été genre les deux pieds dedans directement, ou alors tu as un peu réfléchi? Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire? Où tu voyais ton avenir en commençant ce diplôme? Quelles sont même maintenant, hein, tes perspectives? Et éventuellement même maintenant que tu es diplômé, qu'est-ce que tu fais après 6 mois? Comment ça se passe après avoir obtenu ce diplôme du BPGEPS? Alors juste une première précision pour les gens qui nous regardent. Quand on passe en BP, on a un premier dilemme à faire face. C'est le choix des mentions qu'on veut faire. Donc on a 2 mentions. On a la mention C et la mention D. On a une mention cours collectif et une mention musculation sur plateau. Donc la mention cours collectif, elle va permettre de faire des cours collectifs, d'encadrer des groupes de personnes. Et la mention D, de faire du coaching en salle, ce dont on rêve tous au final. Et quand on passe en BP, le problème, c'est trouver du travail rapidement après son diplôme pour essayer de rentabiliser. Et c'est sûr que le moyen le plus facile, c'est de passer la mention cours collectif, parce qu'il y a énormément de demandes là-dessus, et c'est très simple de trouver du travail lorsqu'on passe cette mention-là, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour les cours collectifs, on peut faire quelques heures par semaine, etc. Donc, et moi j'ai choisi de ne pas faire cette mention-là, justement, parce que ça m'intéressait absolument pas, les cours collectifs. J'imagine que Victorien, c'était un peu pareil. Exactement. C'est le coaching en salle qui nous fait vibrer, je pense. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, donc j'ai déjà fait face à ce dilemme, mais j'ai choisi de faire seulement la mention musculation sur plateau. Donc, quand on fait ces mentions-là, c'est sûr que c'est mieux d'être auto-entrepreneur, parce qu'on va pouvoir coacher à la fois en ligne et à la fois en salle. On a pas mal d'opportunités qui s'ouvrent et je pense que c'est vraiment là qu'on trouve notre plaisir dans le coaching. Disons qu'en salle, je ne sais pas si tu as fait quelques recherches, toi de ton côté, je suppose que oui, mais si tu veux trouver du travail seulement avec une mention D, c'est très très compliqué. Exactement. Et encore plus si tu veux un plein temps, autant dire impossible. Et ça n'existe pas, donc il faut cumuler plusieurs petits travails, quitte à faire quelque chose à côté, un mi-temps qui soit hors du coaching et hors du sport en fin de compte. Quelque chose que je suis obligé de faire. Je travaille aussi à côté en grande distribution pour payer mon loyer, etc. parce que les débuts sont compliqués. Et ça, c'est un petit peu l'envers du décor que les personnes ne voient pas. Et c'est pas facile tous les jours de se lancer. Donc effectivement, ça demande réflexion. Alors, je suis le seul à avoir passé la mention fitness. Ouais.
C'est ça d'avoir fait de la Zumba là. J'ai jamais fait de Zumba. Mais tu vois, moi, pour le coup, on m'a dit exactement ce que tu as dit, Guillaume. Avant de passer ma formation, on m'a dit tu n'auras jamais de travail en salle de sport si tu passes que la mention muscu. Et moi, les cours de fitness, je m'en tape, je déteste ça. Mais j'avais de la chance d'avoir un peu de rythme, tu vois, un peu de rythme pour donner les cours de step. Donc j'ai donné des cours de step. Mais du coup, le fait de passer une mention fitness, j'ai été employé le lendemain de mon diplôme. Donc j'avais pas un 35 heures, j'avais un 20 heures par semaine, mais cool, tu vois. Ouais. 20 heures de cours de fitness. Donc effectivement, quand tu as une mention fitness, c'est beaucoup plus simple. Ah bah, si mais, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire les deux en même temps. Si, on peut toujours faire les deux en même temps. Ouais. Ok, je pensais que ça avait disparu. En tout cas, moi, j'ai fait les deux en même temps. Et le prix du diplôme est forcément plus cher lorsqu'on passe les deux mentions. Hein. Ouais. Mais c'était pas la raison pour laquelle c'est pas ce qui nous a arrêté. Mais oui, effectivement, avec une mention fitness, ça dépend où vous habitez, mais vous avez de fortes chances de trouver plus facilement du travail. Après, c'est épuisant. C'est difficile de trouver le temps de se consacrer du coup au coaching et à la construction de son réseau, etc. C'est pour ça que moi, j'ai dû faire des cours de fitness pendant 8 mois. Ouais, et après, j'ai lâché. C'est surtout qu'on voit souvent les deux associés, alors que, de mon point de vue, c'est deux choses complètement différentes. Enfin, des cours collectifs, et ça dépend de quel cours collectif tu veux parler. Si tu veux faire du body pump ou des choses comme ça, c'est vrai que ça se rapproche plutôt de la musculation, mais des cours de Zumba et de la musculation, pour moi, c'est vraiment deux choses opposées. Ouais, je sais pas. Tu prends toujours en compte des personnes, tu dois t'occuper de deux personnes qui ont un certain objectif, tu dois les encadrer, faire en sorte qu'elles travaillent en toute sécurité, savoir t'exprimer avec un certain langage. Moi, la mention fitness, ce qu'elle m'a apporté, c'est que maintenant, je sais, ça se voit peut-être aussi dans mes vidéos YouTube, c'est que j'ai plus de facilité à parler, que ce soit devant une audience, devant une caméra, et j'ai plus cette appréhension. Donc, pour la communication, la mention C, elle m'a apporté des tonnes. Parce qu'on nous faisait crier comme des, tu vois, pendant les cours, montez le genou, etc. Il n'y a pas des vidéos qui traînent. Ah non, je crois qu'il n'y a pas. En plus, à l'époque, j'avais des cheveux, des grosses joues, donc le gros dossier. Mais du coup, tu vois, point de vue communication. Point de vue professionnel, c'est d'apporter quelque chose. Non, point de vue communication, je suis sûr que je suis meilleur en coaching grâce à la mention fitness. Hein. Après, je parlais surtout du fait de ta pratique à toi, aimer la pratique des cours collectifs pour pouvoir après l'enseigner par derrière. C'est encore autre chose, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Ouais. Après également, d'après ce que j'ai pu en voir moi dans ma formation, donc c'était il y a maintenant 5 ans, mais les pratiquants de musculation en formation BPGEPS, il y en a peu. De ce que j'ai eu, moi, je pense que j'étais un des seuls réguliers à m'entraîner. Je parle de musculation, j'avais beaucoup de gens qui faisaient de la boxe. En plus, on était à l'INSEP, donc il y avait des gens en équipe de France, donc ils avaient leur discipline. Aucun intérêt de se détruire la musculation quand tu dois sprinter très vite. Question de priorité, mais il y avait aussi également pas mal de monde. C'était un loisir, comme une fois ou 2 fois par semaine, parce que la salle est un peu proche, et du coup c'était pas une passion à la base. Par contre, je sais que maintenant, j'ai été en salle de sport pendant longtemps, je vois qui déconne, pendant longtemps, et j'ai vu des adhérents fans de cours collectifs, genre vraiment fans, tous les body pump, machin, se retrouver en formation parce qu'ils voulaient se mettre à la place de l'animateur. Et également, pour rebondir sur cet animateur, je pense qu'un des titres, même le titre du diplôme, c'est devenir animateur sportif et encadreur éventuellement, avant coach. On dit coach, bon déjà ça veut tout et rien dire, mais coach sportif, c'est pas le BPGEPS. On devient animateur, on encadre des groupes tout simplement, et effectivement avec les mentions, soit vous êtes sur parquet, soit vous êtes sur plateau. C'est ça la nuance. Donc après, on peut toujours débrouiller. Également, moi, j'ai une mention D, donc la mention halter, la mention musculation. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas pris de mention C personnellement. Effectivement, parce que c'est plus cher, et 2 parce que je savais que ça allait me démotiver pour la suite et que j'allais pas être aussi excité que si je ne faisais qu'une mention D, bien sûr. Également, même à côté, comme tu disais, créer son réseau. Et moi, je sais que je commençais à être actif, j'étais déjà actif plus ou moins sur YouTube à l'époque. Je sais que les vidéos n'étaient pas extraordinaires, mais déjà ça prenait pas mal de temps. Et tu travailles en salle également. Et du coup, généralement, quand tu travailles en salle, le truc à faire, c'est bien réussir son année et éventuellement tomber sur une bonne salle qui potentiellement te plaît, avoir un manager pas trop relou pour que au final ta salle elle t'embauche, tu vois. C'est ça un peu le truc. Donc c'est vrai que si vous faites C et vous faites un stage, généralement votre salle elle vous embauche à la fin, ça fait 1 an, et même si la salle elle veut pas de vous, les adhérents ils vous adorent, ils vous kiffent. Les adhérents ils vous kiffent, donc la salle elle se dit putain il coûte cher ce con, mais les adhérents ils sont en mode je veux machin. Donc au final vous allez rester, c'est toujours comme ça, c'est les adhérents qu'on la force.
Donc si vous faites un C et que vous avez votre stage, parce que vous êtes 1 an en stage, en plus que si vous êtes en contrat pro, me semble que vous avez plus d'heures qu'un stagiaire classique. Donc si vous êtes en 35 heures ou 30 heures, 35 heures, notamment pendant les vacances dans la salle de sport, vous allez vivre avec les adhérents. Genre, c'est la famille maintenant. Ils viennent pour le prof, donc c'est clair que ça développe. Ouais, donc grande chance de trouver un boulot, éventuellement CDD, voire CDI juste après votre formation si vous êtes en C. Mais c'est vrai qu'en D, la plupart des salles ne voit aucun intérêt, et là je suis en désaccord total, aucun intérêt à garder une personne seulement pour gérer un plateau. Et moi, avec mon acharnement, et je pense que la salle où j'étais, qui était pas mal musculation au final, beaucoup fitness, même si c'était un LCT, il y avait une grande communauté musculation, notamment des gens qui se sont tournés vers la musculation en nous voyant nous entraîner sur le plateau. Et un staff, autant siège que manager pratiquant, ont vu le pouvoir le plus d'avoir une personne expérimentée et présente sur le plateau pour justement développer la musculation, mais surtout faire attention et guider les gens tout simplement. Et du coup j'ai réussi par exemple moi à séduire suffisamment pour que j'obtienne un CDD puis CDI en mention D sur plateau, mais dans le lot j'ai toujours donné des cours en fait. Dans le lot il fallait bien que je serve à quelque chose, et même si sur le plateau on est bien content d'avoir Lucas, on veut aussi qu'il vienne nous faire transpirer sur le cours là-haut. Et ce que vous pouvez faire, parce qu'on joue avec la loi, les salles jouent avec la loi probablement, si vous n'êtes pas sur parquet et s'il n'y a pas trop de monde pas trop de monde et que la musique n'est pas chorégraphiée, en mention D vous pouvez éventuellement donner des cours, genre circuit training, c'était la mode du crossfit à l'époque, donc on peut s'envoyer. Donc on trouvera toujours, mais c'est vrai qu'un des conseils, éventuellement comme les formateurs le disent, si vous avez C derrière vous et que vous voulez travailler en salle, vous voulez devenir salarié, parce que c'est autre chose, on va y venir après, tout le monde ne veut pas devenir salarié après l'obtention du BPGEPS, mais si vous voulez devenir salarié, avoir les deux mentions, c'est cool. Et aujourd'hui encore, je pense qu'il est possible de faire l'une ou l'autre. Je sais qu'il était question de fusionner les deux pour qu'au final tout le monde paye le plein paquet, mais je crois qu'ils ont encore gardé. Et si je dis pas de bêtises, maintenant c'est plus A et B, mais c'est plus C et B. C'est plus C et D, c'est A et B, non ? C'est A et B, ouais. Ouais, c'est A et B. Donc ils ont rajouté haltérophilie dans la mention muscu. Ah, okay. Et la mention fitness, à tous les coups, dans quelques années, elle disparaît. Elle disparaît ? Sûr et certain. Ouais. Parce que justement, maintenant, il y a des concepts, Zumba, les smiles, etc. Donc, oui, en plus, dans les salles, maintenant, le leader, c'est ça. Ouais, le leader, c'est Fitness Park. Et tu as un écran et il n'y a pas de prof au final. Voilà. Donc c'est vrai que ça supprime beaucoup. Ça diminue les coûts pour la salle, mais ça supprime beaucoup de boulot. Maintenant, il y a beaucoup de cours aussi qui sont complètement chorégraphiés, où le coach il se retrouve juste à répéter exactement la chorégraphie qu'il a appris, alors qu'auparavant, il faisait soi-même la chorégraphie, etc. Donc, ce qui ne correspond pas à une mention fitness, que tu peux faire toi, si tu veux, avec une mention muscu, en passant des certifications Zumba, etc. Et d'ailleurs, en pratique, il y a beaucoup de coachs qui ont juste la mention D et qui se retrouvent à faire des cours collectifs parce que c'est rentable pour la salle. Et absolument. Ça arrange tout le monde. C'est généralement comme ça que ça se passe, même si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais donc le conseil principal, quand vous êtes en salle et que vous avez votre diplôme, faites-vous aimer, quoi. C'est comme ça que vous aurez le boulot, parce que c'est le sport, c'est beaucoup de social généralement. Et quand vous êtes dans une salle de sport, vous avez vos potes, ils sont là, ils viennent pour faire de la musculation et tout, et vous aussi, vous êtes à fond dedans. Mais la majorité des gens, ils sont là, d'après ce que j'en ai pu voir, pour être avec des gens. Donc clairement, ils veulent être avec des gens, c'est leur petit plaisir de la journée, après ou avant le boulot. Ils veulent juste faire du sport ou pas, avec échanger. Et vous êtes un peu là pour faire vivre cette vie sur le club, pas forcément que sur le plateau. D'ailleurs, je suis pas un bon exemple pour ça, mais bon, bref. Et vous allez faire partie intégrante de la famille qui est votre club de sport. Il faut voir plus de social que de théorique, même pratique dans le club. Vous êtes plus là, vous devenez un animateur plus qu'un coach sportif, tout simplement. C'est pas de la préparation sportive. Non, donc certains imaginent qu'ils vont faire des préparations pendant toute leur carrière, mais c'est absolument pas ça. Ça, c'est encore un autre diplôme, supérieur. Bien sûr, donc c'est différent. Et du coup, vous deux, maintenant, vous êtes en dehors des salles, donc vous avez passé votre diplôme, vous avez fait 1 an dans des salles, ça s'est bien passé, et plus ou moins bien passé également. Ça s'est bien passé ou pas ? Non, c'est un branleur, là. C'est mon pire stagiaire.
Donc ça s'est bien passé, vous avez votre diplôme, déjà félicitations. Et vous vous retrouvez par contre majoritairement hors des salles, vous vous entraînez toujours. Victo, tu coaches un peu en salle J'ai commencé à coacher en salle en janvier 2018, donc tout récemment. Tout récemment, j'ai 2 clients actuellement en salle et après la majorité de mon coaching se fait en ligne. Ouais. Donc, on va y venir. Ouais. Donc ça se passe plutôt bien, mais pour être honnête, voilà, je l'ai expliqué tout à l'heure, je suis obligé de travailler à côté pour payer mon loyer, quoi, tout simplement. Ouais, les 2 premières années de l'auto-entrepreneur, je crois que c'est les plus durs, notamment la deuxième année parce que du coup vous avez moins d'aide que par rapport à la première année. Mais c'est vrai qu'au début, construire son réseau, parce que vous avez tellement été occupé pendant votre année de formation que vous n'avez pas de réseau et tout d'un coup vous n'avez plus de revenus, même si en stage on gagne 187 € par mois, bon bref. Et effectivement, construire son réseau, ça prend du temps, c'est pour ça que on est diplômé, mais c'est pas comme sortir d'une grande école où tout d'un coup les boîtes elles viennent vers vous genre. Ouais. Là c'est en mode voilà, là j'ai allez maintenant tu vas chercher ça. Moi je me souviens on me conseillait d'aller dans les bars tabac ou autres, déposer des cartes, d'aller dans les salons de coiffure déposer des cartes pour me faire mon réseau. Je voyais absolument pas comme ça pour moi le personal training et du coup on va y venir parce que j'ai envie d'y venir à internet. Donc et internet c'est super, c'est la meilleure vitrine maintenant. Mais c'est vrai que du coup, à l'époque, quand il y avait déjà Internet, mais c'était pas forcément le moyen le plus utilisé pour communiquer, notamment YouTube ou Facebook, les réseaux sociaux, et on était obligé de déposer des cartes par-ci, par-là pour se faire une clientèle, donc on ne savait absolument pas qui allait nous appeler. Je m'en rappelle bien, ouais. Donc c'est ouf, c'est ouf. Moi je suis content du coup d'avoir construit en même temps mon YouTube et d'avoir pris le temps de construire mes réseaux pendant ma formation parce que ça a absolument payé. Sinon, je pense qu'actuellement, effectivement, je ferais autre chose. Ou alors, on y vient, Internet avec Guillaume. Donc du coup, de nos jours, surtout, je pense, il y a plus de demandes parce que c'est plus simple d'accès. Il y a Internet, il y a je sais pas si on va dire coaching, mais oui, on va dire coaching, allez on va résumer, le coaching en ligne, le coaching à distance, parlez-nous un peu de comment vous avez développé ça et en quoi ça consiste et quelle est éventuellement la force de ce truc par rapport à autre chose. Déjà un conseil pour ceux qui veulent se lancer, c'est d'être présent sur les réseaux, de ne pas négliger que ce soit Instagram, YouTube, etc. Parce que l'avantage d'Internet, comme le dit Lucas, c'est qu'on va attirer une clientèle qui est ciblée et qui est intéressée par notre contenu. Lorsqu'on a des marchés dans le salon de coiffure, le débit de tabac, etc., on va attirer monsieur, madame, tout le monde qui cherche à perdre un peu de poids, etc. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver en salle à devoir se conformer à leurs exigences. Par exemple, moi j'ai 45 minutes pour m'entraîner entre midi et 2, je veux transpirer, je veux me sentir complètement vidé après ma séance, fais-moi une séance. Et on se retrouve à faire tout le contraire de ce qu'on espérait faire, c'est-à-dire l'entraînement de qualité, prodiguer des vrais conseils, apporter une réelle valeur ajoutée. Donc le premier intérêt des réseaux et d'Internet, c'est qu'on va cibler sa clientèle et on va attirer vraiment des personnes qui sont intéressées et qui valorisent notre contenu en fait. Et puis qui va nous intéresser aussi, qui va nous donner envie de les faire progresser ces personnes-là. Et deuxième chose sur laquelle je vais rebondir, c'est ce que tu viens de dire, c'est que justement cette barrière sociale entre guillemets qu'on retrouve en salle de sport où on est face à face avec la personne est un petit peu brisée entre guillemets. Donc si la personne est timide, l'autre côté de son ordinateur, elle a un petit peu moins de crainte de venir vers nous et de demander de l'aide. Et ça, c'est aussi le gros point fort du coaching en ligne, à mon sens. Donc, Toi, Nassim, tu fais plus de coaching en ligne? Non. Effectivement, j'ai commencé en salle, moi. Ouais. Donc, après mon diplôme, j'ai fait uniquement des cours de fitness, pas de coaching parce que j'avais pas de réseau, forcément. Ensuite, j'ai commencé à créer mon réseau, j'ai fait quelques petites heures de coaching en salle de sport. Et puis après, je suis passé en ligne. Je sais plus quand, ça devait être en 2012 peut-être, ou un petit peu après, 2013. Et puis, passé un moment, j'ai fait que ça. Donc, j'ai fait que ça, effectivement, coaching en ligne. Et maintenant, j'ai arrêté depuis quelques mois pour diriger vers autre chose. Parce que ce qui est bien avec Internet, c'est qu'effectivement, tu touches pas mal de personnes. Et à partir d'un moment, tu peux en toucher un peu trop pour le coaching personnalisé. En tout cas, c'était mon ressenti. Et si tu touches trop de personnes, tu peux plus faire du personnalisé. C'est impossible de vendre du coaching qui sera uniquement pour toi, alors que tu as 100 ou 200 autres personnes derrière. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté le coaching, d'arrêter d'utiliser le mot personnalisé. Ouais. Parce que je voulais pas que 2 personnes se retrouvent avec le même programme, ce qui serait sûrement arrivé si j'avais continué avec le nombre de personnes qui demandaient.
Du coup, c'est similaire. Je fais le dernier, pareil. En plus, c'est toi qui m'avais ouvert les yeux là-dessus parce que je t'ai rencontré il y a maintenant 1 an. Ouais. Quand j'étais venu à Lyon et j'avais un service de programme personnalisé à l'époque et je travaillais beaucoup dessus. C'était très intéressant, mais effectivement, c'est également la période où mes réseaux sociaux ont commencé à évoluer. Probablement grâce à toi d'ailleurs, merci Nassim. Et c'est vrai que impossible de répondre à la demande et je me suis rendu compte que pareil, ça me prend. Si jamais je voulais consacrer et rester dans ce personnalisé, cette personnalisation, j'aurais fait que ça en fait. Ça aurait été un full-time job parce que ça prend un temps monstre. Surtout que maintenant, dans la personnalisation, on fait pas juste. On analyse du coup, parce qu'une personnalisation, ça veut dire pas mal de choses. L'emploi du temps, la structure, la longueur des muscles, les antécédents, enfin bref, il y a plein de choses. Donc ça prend énormément de temps pour chaque profil. Et du coup, effectivement, génial, t'as plein de monde. Putain, le business il marche, mais ça fait un peu comme Nutrimuscle. Tu fermes, tu peux plus. Et puis tu réouvres. Nutrimuscle qui a réouvert. Ouais, j'avoue, tu réouvres on après. attend le podcast de Faire Fitness. Ouais, j'avoue. Mais même raison, et je me souviens du coup, j'ai arrêté quelques mois après être venu chez toi parce que c'était exactement la même constatation. Je ne peux plus proposer ce personnalisé. Parce que c'est pas qu'il y a trop de demandes, c'est que je veux consacrer mon temps. C'est pas comme ça que je vois mon boulot éventuellement. Tu vois. Donc, bien sûr. Moi c'est pour ça que j'ai arrêté. Ouais. Au final, et en tant que passionné, moi en tout cas, ça me tenait à cœur de faire un truc qualitatif. Ah mais def. Donc quand moi je bossais sur un coaching personnalisé, j'étais content. Je me disais, ah ouais, je vais lui mettre ça, je vais faire ça, mais tu te retrouves à travailler 8 heures sur un programme. Et au bout d'un moment, ça devient un peu ingérable. Ouais, donc, je ne regrette pas d'avoir arrêté parce que j'ai coaché pas mal de personnes. Tout le monde est content. Tout le monde est content, voilà, ça s'est bien passé. Mais du coup, il fallait passer à autre chose. Ouais, j'ai noté, j'ai noté au final plus de, pas de haine, mais genre plus de négatif que de positif dans la liste d'attente. Puisque les gens sont super motivé. Je pense que quand on a amené ce personnalisé, là, on l'a mis en gros, ça séduit énormément et ça devrait séduire effectivement, ça séduit de ouf parce que tu te dis waouh, tout est pour moi, putain, il a travaillé que pour moi, c'est génial. Mais du coup, effectivement, ça prend plus de temps, on fait pas de raccourcis et les gens ils ont envie, mais quand tu es tout seul, parce que c'est pas un business, enfin c'est un business, mais tu es tout seul dans ton business et du coup, tu peux pas faire plus de, je sais pas moi, 5 à la journée si jamais tu as charbonné. Mais derrière, tu as 45 personnes qui te demandent un délai. Et si tu dis 2 mois, le mec il va dire vas-y. Ouais, je vais voir quelqu'un d'autre. Vas-y là. Et c'est vrai que du coup, moi je me souviens que ça m'avait complètement fermé toute autre possibilité. C'est-à-dire que je pouvais plus filmer, je pouvais plus créer de nouveaux contenus, je pouvais plus penser à mes projets futurs parce que j'étais devant mon PC. C'est exactement ça. Ouais. Et moi ça m'a miné, donc j'ai arrêté de le proposer. Plein d'autres personnes le proposent. Mais c'est vrai qu'on peut pas, on nous demande souvent, et toi aussi Nassim je pense, est-ce qu'il y a je veux faire pareil que toi, je veux réussir à analyser, tu vois. Mais fais-moi une vidéo, comment analyser mon physique. Mais c'est pas aussi simple, c'était absolument pas aussi simple que ça, sinon ça existerait déjà, ce serait déjà dans les livres, ce serait déjà sur internet partout. Il faut juste de l'expérience, il faut en fait énormément d'expérience et de la théorie parce que les deux il faut qu'ils aillent ensemble. Si vous écoutez le mec qui n'a jamais ouvert un bouquin mais qui fait de la musculation depuis 50 ans, il y a pas mal de chances que vous ramassiez la tête, pendant que si vous écoutez également quelqu'un qui fait que de la théorie mais qui n'a aucune pratique, pareil, ça va avoir ses limites. Donc il faut avoir cet entre-deux, et cet entre-deux, c'est à vous de le créer, c'est à vous de l'avoir. Bouquinez, lisez, essayez, prenez pas, faites votre mixture, et votre mixture, c'est avec ce qui vous convient, et éventuellement ce que vous allez vendre au final. Totalement. Donc voilà, c'était un peu le message là-dessus. Et je sais plus d'ailleurs où on en était dans peut-être que vous arriverez à ça vous aussi, à un moment où le coaching personnalisé vous pourrez plus assumer, c'est ce qu'on vous souhaite. Mais il y a un moment, en fait, moi je me suis posé la question entre soit satisfaire mon petit groupe de personnes en personnalisé, soit m'adresser à une audience plus large et pouvoir potentiellement aider plus de personnes aussi. Donc c'est un choix un peu difficile. Après, du coup, j'ai décidé de me diriger vers le conseil à plus de gens, parce que je pense que j'ai plus de facilité et que c'est plus intéressant. Mais peut-être que ça arrivera aussi pour vous. Oui, c'est clair, on le souhaite.
On se le souhaite aussi, mais après pour le moment c'est plutôt l'inverse. Je sais pas vous comment c'était au départ, c'est sûrement aussi parlons argent, aussi compliqué. Combien ça facture un coach, comment ça se passe niveau Ça dépend. Si on parle de moyenne. Non, pas de moyenne. Toi, combien tu factures? Combien je facture un programme mensuel où vraiment j'ai un suivi avec la personne, c'est facturé 79 € par mois. Donc ça peut paraître beaucoup, c'est vrai que tout le monde ne peut pas se le payer, mais par rapport au travail que ça demande, non seulement sur l'instant pour créer le programme, mais aussi par derrière pour retourner voir la personne, lui demander un bilan, faire des visios avec elle si elle a besoin de poser des questions, etc. Ça te demande beaucoup de temps et au final, ce prix-là, il n'est pas si élevé que ça, au contraire. Donc, un coach te dira toujours ça de toute façon. Hein. Non, c'est sûr, mais je pense que tu n'as même pas besoin de te justifier parce que tu proposes en plus un suivi. Donc du coup, c'est pas genre tiens et c'est terminé, tu vois. Genre tu vas être là, si le mec il a des questions, si en le fait, mec il veut une démonstration. Je propose les deux en fait. C'est-à-dire que je propose un suivi ou simplement un programme personnalisé que je lui fais sur l'instant et après voilà, si elle a envie d'en reprendre un 2 mois plus tard, elle revient me voir. Mais je propose les deux. Et effectivement, un suivi, ça demande énormément de temps. Ouais, c'est sûr. On a tous fait du suivi à un moment, mais c'est vrai que c'est délicat. Hein. T'es obligé de limiter. Ouais. Et la limite va faire aussi que potentiellement ton prix va être un peu plus haut parce que s'il y a demande, toi, genre, tu peux pas, hein, c'est pas possible de faire si une personne qui suit 300 personnes, je pense que c'est un charlatan, tu vois, je veux pas dire. Et qui prétend que c'est du personnalisé, il y en a certains. Hein. Je pense qu'il soit il est pas tout seul et éventuellement. Le mot personnalisé est peut-être un peu trop souvent employé d'ailleurs. Oui, parce que c'est comme, vous l'imaginez bien, surtout vous qui peut-être avez envie de passer votre diplôme, vous êtes déjà en salle et vous vous rendez compte que pour vous-même, vous êtes en train encore de chercher l'entraînement magique, la diète magique, la fréquence magique, la fourchette de répétition magique. Pour vous, après des années d'expérience, alors maintenant, il faudrait le faire à 300 personnes à distance. This is not possible. Ouais, ça this is not very possible. Et toi aussi, tu as plusieurs formules à proposer. On propose aussi des programmes sans suivi, donc avec une analyse. Après, souvent on me demande combien de temps ça dure un programme. Mais bon, il n'y a pas de durée dans le temps. Après, la personne elle est libre de l'adapter par rapport à son évolution, sur ses points faibles, etc. Donc, et puis après, je propose une formule avec suivi aussi, mais que j'ai arrêté pour l'instant. Parce que j'ai pas, au début, j'ai un peu fait cette erreur-là. J'ai pas réalisé l'ampleur du travail que ça impliquait, un coaching personnalisé avec un suivi, c'est-à-dire répondre aux questions. Des mails toute la journée. Quand je reçois 10 vidéos via WhatsApp et que la personne me demande analyse tous mes mouvements, qu'est-ce qui va pas, et que ça va à peu près les mouvements, il y a beaucoup de choses à dire. Donc ouais, j'ai un peu limité. Là, j'ai arrêté d'en prendre. Pour souffler un peu ou pour souffler un peu et puis après j'essaie d'apporter un peu plus de contenu dans mes programmes. Il y a la partie analyse et après j'ai une partie un peu plus information générale avec des conseils basiques sur l'entraînement, sur l'intensité, etc. D'accord. Comme des fourchettes d'intensité comme le RPI, enfin pas mal de notions comme ça, l'amplitude active par exemple. À savoir que, constatation pour tout le monde ici j'imagine, plus vous partagez sur les réseaux, plus vous montrez que vous êtes intéressé, mais surtout une fois de plus que vous partagez d'informations, plus vous allez susciter l'intérêt. Mais du coup, votre client, c'est pas le client de, je sais pas moi, du boucher qui vient acheter son steak, je sais pas quoi dire, enfin bref, mais il va être très curieux, tu vois, il va être très curieux et du coup, plus il en attend beaucoup. Ah, il en attend énormément. Ça veut dire que effectivement, votre programme personnalisé, il va vous prendre une fois de plus monstre de temps en plus parce que vous avez décrit la personnalisation. Qu'est-ce que c'est? Tout ce qu'il y a dans la personnalisation. Du coup, il va prendre sa petite fiche et va dire alors ça. Du coup, je vais poser ça. Et quand vous posez une question et vous trouvez une réponse, bam, il y a 10 questions qui arrivent à nouveau. Donc ça se finit absolument jamais. Et c'est un point faible, c'est que c'est super intéressant et ça devrait être partout pareil, mais c'est délicat, hein, c'est compliqué, tout le monde ne peut pas proposer ça et ça demande beaucoup de recherche, énormément de recherche même avant de pouvoir prétendre pouvoir personnaliser quelque chose et ça demande de l'expérience également. Mais du coup, je ne sais même plus où je voulais en venir, mais ça prend beaucoup de temps. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le coaching en ligne, moi je trouve, est beaucoup plus complet qu'un coaching en salle. Parce qu'en salle, on va avoir 1 heure. On va pas faire un programme écrit avec chaque semaine les mêmes séances parce que sinon la personne elle va avoir l'impression d'être un peu prise pour un con. Donc, la personne, pour moi être coach, c'est pas être là pendant 1 heure et allez vas-y une rep de plus. Le problème c'est que moi j'ai l'impression que c'est carrément pas le même métier. En tout cas moi quand je faisais du coaching personnalisé, c'est one-on-one devant la personne. Exactement, c'est complètement différent. Ça avait rien à voir. Ah, c'est sûr. Et le souci c'est que si tu veux faire une vraie préparation entre guillemets à une personne que tu coaches en live,
elle en a pour 5 000 € par mois, toi. Voilà. Et personne ne te prend un coaching à 5 000 € par mois. Ah ouais, non, c'est sûr. Donc c'est pour ça, à mon avis, que le en ligne se développe, parce que c'est le bon compromis entre efficacité et coût. Parce que mine de rien, ça coûte de l'argent, mais pas autant que d'être avec le coach. Et voilà, c'est en ça que c'est assez différent. Ouais, c'est clair. J'ai pu le voir. Moi, du coup, j'ai raconté mon histoire tout à l'heure, mais j'ai développé mon business via l'internet. Donc, du coup, mes clients étaient des clients de ma chaîne YouTube. Ouais. Et c'est vrai que du coup, en même temps, je proposais des programmes personnalisés, mais j'avais également des clients qui en voulaient plus et qui venaient me voir. Et du coup, on faisait des séances ensemble. Alors là, pour moi, c'était jackpot. Et je parle pas d'argent, je parle en termes de qualité, parce que le mec, il a regardé ma vidéo en 2012 comme ma vidéo en 2015, il sait quasiment tout. Donc du coup, si je dis quelque chose, il le sait déjà, ça lui parle. Donc c'est vrai que tu t'adresses à une autre audience, et généralement c'est ça le coaching personnalisé. S'ils t'ont trouvé, pardon, c'est qu'ils te suivent, je vais venir, et du coup qui sont déjà un peu intéressés. C'est vrai que du coup en salle, mon profil est particulier parce que j'ai développé grâce à internet, mais quelqu'un qui arrive en salle, il va se retrouver avec monsieur et madame tout le monde, et tu vas pas forcément pouvoir éventuellement lui faire, effectivement, tu peux lui faire une transformation, mais sur le long terme, vaudrait mieux avoir des informations papier qu'une présence, tout simplement, tu vois. Le coach sert d'ailleurs, surtout en salle, éventuellement pour certains, comme motivation à aller s'entraîner. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'avoir quelqu'un pour se bouger les fesses, et c'est une motivation qu'on peut clairement comprendre, et nous qu'on accueille à bras ouverts, bien sûr. Mais surtout corriger, mais c'est toujours une histoire d'explication, c'est toujours une histoire d'enrichissement, mais pas forcément sur le plan physiologique, c'est-à-dire monter le bras, descendre le bras, etc. On sait, mais vous voulez surtout comprendre, et vous voulez surtout être éventuellement, ils veulent surtout être rassurés, comprendre ce qu'ils font, et l'objectif de tout le monde, normalement, c'est que après 5 séances, 10 séances, il n'y a plus besoin de vous, tu vois. Après, c'est un business, donc c'est clairement différent. Il y en a qui jouent à la carte du long terme, et d'un côté business, ils ont clairement raison. Si vous êtes trop bon, vous êtes trop con. Et donc effectivement, je rejoins Nassim sur ces deux boulots complètement différents. Éventuellement, si vous pouvez faire comme moi, je vous le souhaite grandement, développez-vous sur les réseaux, et du coup, travaillez avec des gens qui sont déjà monstres passionnés et qui veulent un peu plus simplement d'informations sur ce que vous partagez en ligne. Vous allez adorer, clairement. Lui, il va surkiffer, je vais le dire, il va surkiffer, mais à côté de ça, le coaching en ligne a ses limites. Alors, le coaching en salle a ses limites, alors que le coaching en ligne, éventuellement, n'en a pas, tout simplement, si je vois ça. Ça coûte moins cher et ça n'a pas de limite, donc ça a beaucoup de potentiel, surtout que si votre coach il est à Paris et vous habitez à Madagascar, ça va être... c'est possible en ligne, mais c'est plus pratique. En live, ça va être compliqué. Ouais. Mais du coup, maintenant, vu que vous êtes fraîchement diplômé, est-ce que vous êtes content d'avoir passé ce diplôme? Est-ce que vous regrettez, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? Est-ce que vous commencez un peu à gagner votre vie avec ça? Est-ce que vous commencez à réfléchir à s'il ne faut pas trouver quelque chose d'autre pour pouvoir payer son loyer? Parce que, après, c'est juste une supposition, mais je doute que vous puissiez vivre que du coaching. Parce que moi, en tout cas, après 6 mois après d'avoir passé le diplôme, je vivais grâce au cours collectif, mais coaching négatif. Donc, des regrets, des choses à changer Des regrets, non, pas vraiment. Quelques surprises sur le contenu de la formation. Je m'attendais à du contenu différent, tout simplement. Au final, à part tout ce qui est anatomie et théorie, j'ai pas appris grand-chose pendant mon BP. Enfin, j'ai pas appris grand-chose qui va m'aider à coacher en musculation. J'ai appris beaucoup sur tout ce qui est social. Cette année, elle m'a beaucoup permis de prendre en compte l'ampleur du facteur social, en fait, quand on est en salle. Savoir parler aux gens, se garder l'attention pendant 1 heure, etc. Se retrouver seul à seul avec un inconnu pendant 1 heure et faire en sorte qu'il ne s'ennuie pas pendant ces 2 minutes de temps de repos, c'est un challenge en soi. Donc, c'est vrai. C'est un challenge. Parce que les gens en salle, ils veulent reprendre au bout de 30 secondes. Ouais. Donc leur expliquer que non, il faut prendre 2 minutes parce que sinon tu n'auras plus de force, ça sera pas productive. Enfin bref. Donc non, pas trop de regrets, mais un conseil pour ceux qui veulent passer leur BP, prenez les informations qu'on vous donne en cours, essayez pas de vous embrouiller avec vos professeurs. Ce qui m'est un peu arrivé en début de formation, mais Lucas m'avait conseillé là-dessus et m'a vite dit de laisser couler et de prendre ce qu'il y avait à prendre et de laisser le reste, de faire le tri tout simplement des informations. Et il faut vraiment voir ce diplôme comme un tremplin
Et après, à côté, faut pas attendre ce diplôme, la science infuse, et en sortant de ce diplôme, d'être totalement apte à coacher n'importe qui pour n'importe quel objectif. Tu continues à apprendre en fin de compte. Exactement, c'est un apprentissage continu au final, le métier de coach sportif. Et on a ce problème, moi je trouve, quand on passe le diplôme, de légitimité lorsqu'on vient d'être diplômé. Même si on a des connaissances, un certain bagage, etc. Moi, je me suis pas mal questionné, est-ce que je suis légitime à coacher des gens Ça fait pas 10 ans que je pratique. Pourquoi moi, je pourrais coacher Je sais pas si Victorien, toi aussi un peu Exactement. Le même ressenti que toi, parce qu'effectivement, l'expérience, comme tu dis Lucas juste avant, fait partie du métier de coach sportif et ça a vraiment un impact important sur les résultats et sur ton coaching. Donc, c'est quelque chose qu'à prendre en compte. Après, des regrets, moi non plus, j'en ai pas eu. Peut-être seulement au départ, quand je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur. Peut-être plus m'entourer ou en tout cas d'essayer de me renseigner un peu mieux parce que j'ai eu quelques petits soucis avec ça. Mais à part ça, pas de soucis sur le diplôme. Après, sur les objectifs futurs, je vois quand même les choses un peu plus grandes que simplement m'arrêter à faire du coaching en ligne. Pourquoi pas m'en servir de tremplin pour d'autres choses dans le futur, mais pour le moment c'est un travail qui me plaît, j'y prends du plaisir. Il y a des bons moments, il y a des moments un peu plus compliqués comme dans tous les travails en fin de compte, hein. Et voilà, on essaie de faire avec et d'évoluer au mieux possible. Ok, cool. Si on peut faire une conclusion, je dirais que déjà pour se lancer, on a dit qu'il fallait réfléchir long terme, hein. Prenez pas ça à la légère, vous allez sortir du système, plus ou moins, vous allez devenir auto-entrepreneur, donc pas de sécu clairement, hein. La formation coûte cher, vous pouvez éventuellement vous faire aider par des organismes, c'est super dur, donc ne comptez clairement pas dessus, donc éventuellement les parents, ou alors faites un prêt ou autre, hein. Ou travailler. Je travaille au McDo, moi, ouais. Et en boîte de nuit, pendant que je passais le diplôme. El Vidor. Non, même pas, serveur. Ah, ok. Ah ouais, j'étais pas encore assez costaud. Donc j'étais obligé de servir des vodkas, tu vois, toute la soirée. Et ouais, faut se préparer à ça. C'est ça, ouais. Donc niveau argent, c'est quelque chose, hein. Ça peut être un gouffre, et ça peut éventuellement vous mettre dans le pâté pour la suite, donc une fois de plus, mûrement réfléchi. Concernant la formation n'est pas toute jeune et ça demande énormément d'argent pour la renouveler et donc du coup elle n'est pas toute jeune et donc du coup ce que vous allez apprendre c'est probablement pas en ligne avec ce que vous entendez actuellement. Donc comme disait Guillaume, faire la base des choses, prendre ce qu'il y a à prendre et laisser couler le reste. Le conseil que je peux vous donner et que tout le monde, tous ceux qui ont passé le diplôme vous donneront, c'est pensez au contenu du diplôme, parlez que du contenu du diplôme pour vos examens. Ne commencez pas à partir dans les analyses morpho, anato et tout le bordel parce que tout ça ils vont regarder en mode hey, tu vas trop loin, tu m'ennuies, c'est pas ça que tu as appris, donc non, tu recommences une année, tu vas apprendre. Donc vous avez plein d'infos aux alentours, vous avez la méthode de Lavier, vous avez toutes les analyses dans tous les sens, tout le contenu, mais tout ça dans la formation, le jury, il en a rien à faire. Lui, ce qu'il veut entendre, c'est ce qu'il entend depuis 50 ans, c'est ce qui est marqué dans le diplôme, c'est pour ça qu'ils sont payés, c'est pour ça qu'ils ont payé cette formation. Et donc, c'est de la masse, c'est du volume. Ça va vous paraître bizarre, mais restez là-dedans, fermez les yeux sur tout le reste pendant votre formation. Pendant que vous êtes devant le jury et dans vos heures de cours, hein. Sinon, oui, premièrement, comme a dit Guillaume, vous allez vous prendre la tête avec vos formateurs. Exactement. Donc, c'est pas bon. Je suis passé par là aussi. Et passez votre diplôme avec donnez-leur ce qu'ils veulent entendre, donnez-leur clairement ce qu'ils veulent entendre, mais continuez justement à vous informer à côté, mais ne vous en servez pas dans votre diplôme parce que vous allez vous faire recaler parce que ça fait pas partie du contenu du diplôme. Voilà, c'est une recommandation parce que sinon vous allez recommencer une année, vous allez payer des frais, à savoir qu'il y a pas mal d'UC, donc maintenant ça a changé des unités à passer et une unité à mon époque c'était 600 €, donc ça affiche assez vite, en tout cas dans mon école, et vous passez votre diplôme, mais après ce diplôme, si vous n'avez pas
fait la mention fitness. C'est un peu délicat de trouver un CDD ou un CDI en salle. Donc CDD, CDI, ça veut dire quoi? Surtout CDI, ça veut dire la sécurité. Vous allez donc, comme quasiment tout le monde, vous retrouver à donner des cours par-ci, par-là. Vous allez être intervenant, on appelle ça comme ça, donc avec un statut d'auto-entrepreneur. Donc déjà, quand vous passez auto, vous avez déjà des choses à payer. La première année est plutôt cool, vous n'avez pas grand-chose à payer parce qu'il y a pas mal de choses qui vous couvrent. La deuxième année, c'est terminé, donc il y a plus de moins X%, vous devez tout déclarer les gars, et vous avez moins d'aide. Donc la deuxième année est assez dure. Créer son réseau en début d'année, créer son réseau pour le coaching, bien sûr, vous allez tous vous retrouver à faire du coaching, je vous le souhaite, et c'est un peu, d'après moi, le mieux à faire une fois que vous avez cette formation, d'un point de vue argent, bien sûr. Vous allez galérer au début, construire son réseau, c'est important, donc commencez tôt, commencez dès votre année de formation pour sortir avec déjà des clients, sachant que dans la formation, vous allez avoir un papier, comment ça s'appelle les trucs, les SPE là, vous allez avoir, je m'embrouille, il y a quelque chose qu'on passe les quelques premiers mois. Les CQP. Les TEP, les tests d'exigence préalable. Non, c'est un autre nom encore. Je me rappelle de ce que tu veux dire. Ouais. Les EMSP. Les EMSP, c'est les EMSP. Exigence minimale à la pratique, ça, sur plateau, je sais plus quoi. Qui vont par contre, eux, vous permettre, et c'est super simple à passer, vous permettre d'exercer. Donc vous allez pouvoir commencer à coacher en étant en formation. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Mais du coup, vous allez commencer à pouvoir vous faire la main, premièrement, parce qu'à la base, on imagine tous que parce qu'on fait 100 kg de développé couché, on peut être le meilleur coach du monde. Non, c'est du social, énormément, on s'en fiche clairement, si t'es bon en musculation ou pas, ça n'a pas grand chose à voir, l'expérience compte, mais bon, il faut beaucoup de social. Donc créez votre réseau assez tôt, pensez que les premières années vont être délicates, autant financièrement que psychologiquement, parce que vous n'allez pas travailler beaucoup. Et si jamais vous êtes vraiment passionné, moi je vous conseille de vous accrocher, et parce qu'on sort tous la tête de l'eau après un certain moment, parce que même si le marché est blindé, il y a du monde, le sport, le sport c'est là et ce sera toujours là, donc c'est pas une mode, il y aura toujours des gens qui voudront se remettre en forme, améliorer leur silhouette, se sentir mieux dans leur tête, etc. Je vous laisse trouver les motivations. Donc accrochez-vous, je pense que tout le monde dira la même chose. Complètement. Accrochez-vous parce que vous finirez, si vous êtes passionné, par sortir la tête de l'eau et pouvoir vivre et manger sans travailler à côté, et faire de cette passion et ce nouveau métier votre source de revenus principale, et pouvoir être heureux parce qu'on a beau être passionné, si on ne gagne pas d'argent au travail et qu'on ne peut rien, qu'on ne peut pas vivre tout simplement, c'est un peu chier. Ouais, on se fait consumer quoi. Carrément. Donc voilà, c'était mes recommandations. N'oubliez pas, surtout, je vous répète, formation est égale formation. Continuez à vous documenter autour, je vous le conseille énormément. Mais dans la formation, c'est la formation. Le formateur, il dit qu'il faut faire des répétitions longues pour sécher. Au jury, tu vas dire, je vais faire des répétitions longues pour sécher. C'est comme ça, tu vas avoir ton diplôme. Si tu commences à ouvrir ta bouche parce que tu as entendu autre chose, non, allez, tu repars, allez, tu recommences, 600 €, nous de toute façon on veut ton argent, allez, c'est reparti. Donc oublie pas ça, je te le conseille grandement. Et vu le prix, ça serait dommage de recommencer. Et vu le prix, c'est dommage, effectivement. Est-ce que les gars, vous avez un mot de fin également pour tous ces, soit futurs coachs, soit les gens d'ailleurs qui sont déjà coachs et qui se reconnaissent un peu dans notre discours? N'hésitez pas d'ailleurs à commenter en bas, hein, si c'est sur YouTube, c'est pour pouvoir échanger avec vous. Donc est-ce que vous avez un mot de fin? Pas forcément, hein, parce je pense que Lucas, tu as plutôt bien résumé la fin. Effectivement, si vous êtes vraiment passionné et que vous avez envie d'en faire votre métier, accrochez-vous, et au bout d'un moment, ça finira par payer, le travail finira par payer. C'est belle parole. C'est beau ce que j'ai dit ou pas? J'ai un peu répété ce qu'a dit Lucas. Tu fais moins preuve d'assurance alors, hein, quand il est au bout du rouleau à la fin du mois. Ah, coach, non. Non, je plaisante. Du riz. Ouais, du riz. Non, mais c'est bien résumé, c'est bien conclu. Moi, j'aurais rien à ajouter. Je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Ouais, si vous avez des interrogations, je viens de le dire, section commentaire est là. Complètement. Éventuellement, on pourra s'intéresser dans le futur à un nouveau sujet qui est être coach sportif, donc ne pas devenir coach sportif. Même si on a pas mal développé aujourd'hui, il y a toujours des choses à dire et les choses peuvent évoluer éventuellement. Mais d'ici là, j'espère que tout ce contenu vous a plu, vous a diverti et que vous êtes encore là. Alors j'ai vu que vous aimez bien quand je lâche un petit mot à lâcher pour montrer que vous êtes toujours présent après ces 1 heure de podcast. On va dire... qu'est-ce qu'on va dire les gars? Un mot à déposer en commentaire.
Je vais dire une connerie, moi, donc ouais, je sais. je vais dire une C'est que connerie. des trucs. C'est le problème de traîner trop sur internet, hein, les références à la con. Ouais. Vous allez dire. Oh, j'en sais rien. Allez, dites personnalisation parce qu'on n'a pas arrêté d'en parler, ça va faire très bizarre en commentaire. Ah merde, putain, si je tue le podcast en fin de podcast. Voilà, j'ai une bouteille Evian devant moi, dites Evian, c'est bon l'Evian. Buvez de l'Evian, buvez de l'eau. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Et n'oubliez pas que vous pouvez le retrouver également, je vous regarde sur SoundCloud si jamais vous êtes dehors, en voiture et que vous n'êtes pas chez vous avec le Wi-Fi. YouTube, ça va massacrer votre 3G. Donc vous pouvez le retrouver sur SoundCloud. SoundCloud, c'est beaucoup moins demandant pour votre Forfait. forfait. Donc ça ira bien, téléchargez ça et Ouais, donc ça va aller super vite et ce sera pas très demandant pour votre portable. Je vous invite également à laisser éventuellement des commentaires sur SoundCloud, laisser des reviews, n'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus dans tous les sens. Allez checker Victorien et Guillaume, les liens seront en bas. Guillaume, on peut le joindre par mail, on peut le joindre sur Instagram et également via Instagram on peut avoir son mail. Victorien pareil, j'imagine. Si je peux lâcher en fin de podcast que Guillaume est là aujourd'hui comme Victorien. Guillaume est là aujourd'hui pour moi comme Victorien est là aujourd'hui pour Nassim. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a du monde, mais moi j'ai confiance en principalement Guillaume pour le métier de coach sportif et le coaching en ligne. Donc si je peux passer au passage une recommandation pour le travail de Guillaume, eh ben, je recommande grandement le travail de Guillaume si vous voulez évoluer et avoir un approval de moi-même par exemple. Et je pense que non, moi j'approuve que dalle. Nassim n'y est pas encore. Je ne recommande pas. Je peux changer de personne si vous voulez. Non, je plaisante évidemment. Je l'ai formé, j'ai été son tuteur, donc 100% confiance. En plus d'être mon élève entre guillemets, maintenant c'est mon partenaire d'entraînement, donc 200%. Donc tête baissée pour moi si vous voulez travailler notamment sur tout ce qui est suivi personnalisé. Yes. Vous avez ce qu'il faut autour de la table. Merci à tous d'avoir visionné et écouté ce podcast. Et nous, on s'en va directement vous enregistrer un autre podcast avec un sujet tout aussi intéressant. Hey. Et épineux. Hey. Donc restez connectés pour le prochain. Allez, ciao, pissa. Salut. Ciao.